À l'aube du 4 juin, les Dunkerquois, au fond de leur cave, hâves, blêmes d'épuisement et d'émotion, ayant encore entendu une partie de la nuit le bombardement s'abattre sur la ville, puis le calme y succéder, s'étonnaient du silence total, du silence absolu, du silence de mort qui maintenant s'étalait sur leur ruine. En ce début de mai 40, la guerre continue à être drôle. Grande est l'animation en ville, dans les artères principales, s'alignant depuis le coin de rue, à l'angle de la place de la République, où s'ouvrait la très moderne épicerie L'Arrangée, jusqu'à la brasserie de Londres, près de l'hôtel de ville. C'est le boulevard Dunkerquois, où la population se promène, en regardant les beaux magasins, qui bientôt seront la proie des flammes. Tous les grands ports ont leur café à la mode. À Dunkerque, c'était les arcades. Le soir, à travers les vitres, l'on apercevait sur la place brillamment éclairée les gamins et gamines des vieilles petites rues se pressaient autour d'une échoppe roulante où une accorte matrone vendait des frites. Puis on les voyait s'enfuir en courant vers le cinéma qui projetait sa lumière vive à l'ombre de la façade du Nord maritime. Parfois une sirène déchire l'air. C'est une alerte. Elle fait le silence soudain dans le vaste décor. Mais on hausse bientôt les épaules. Rien ne se produit. Dès les premières heures du 10 mai, cet agréable laisser-aller disparut. Déjà, des sections motorisées pénétraient en Belgique. Le rideau s'ouvrait sur la grande tragédie. La journée du 10 mai ouvre le long martyre de la ville. Au milieu de la nuit, et précédant les raids incessants d'avions lançant des mines dans les passes de la rade, le Bastion apprend que les Allemands ont attaqué la Hollande, la Belgique et le Luxembourg. Le lendemain, les alertes continuent. La foule des réfugiés de Belgique et de Hollande commence et s'intensifie par le rivage, la route de Furnes, les dunes. Le 14 mai, ce sera pire encore. Comme les Allemands foncent sur la ligne Namur-Liège-Sedan, on a ouvert largement la frontière belge à 11 h du matin. Soudain grossi, le flot des réfugiés déferle de plus belle sur Dunkerque par les routes, les plages, les moires notamment. L'encombrement est tel que les autos doivent marcher au pas. Les visages qu'on aperçoit aux portières sont hagards, exténués. Le 18 mai, bien des Dunkerquois qui disposent d'une auto ferment leur appartement et prennent la route. Le 21 mai, le Nord maritime parut pour la dernière fois, avec la date du lendemain, sur une seule page. En lettres énormes, il annonce « La patrie est en danger, Arras et Amiens sont occupés ». Le 22 mai, on voit refluer quantité de Dunkerquois et de réfugiés belges et hollandais qui étaient partis ces derniers jours. Ils ont trouvé les routes si encombrées
qu'il devenait insensé d'espérer s'y frayer un passage. Le jeudi 23 mai, l'amiral-gouverneur Platon invite la population à ne plus essayer de sortir de l'agglomération, car des patrouilles allemandes à motocyclette sont signalées dans la campagne. Sur la place Jean-Bart, le samedi 25, les arcades ouvertes à tous les vents ont perdu leur belle ordonnance. Le Grand Maurien termine de vider ses derniers barils de bière, le dernier magasin à tenir bon est dans la rue Alexandre III. Ce sont les nouvelles galeries. Évidemment, le personnel se réduit à quelques courageuses vendeuses et 2 ou 3 fidèles employés. Aux torpilles s'ajoutent maintenant en quantité considérable les bombes incendiaires. Les vagues d'avions se succèdent, très rapprochées. Dans la caserne, atteinte par les premiers engins, on compte plusieurs centaines de soldats tués, car la centrale électrique étant détruite et le courant coupé, les sirènes restent muettes. Dès le 26 mai, des troupes anglaises battant en retraite vont apparaître à Dunkerque. Leurs camions encombrent les routes de banlieue. Quoiqu'ils soient remplis de vivres, de matériel, de linge, les hommes les renversent dans les fossés où ils balancent aussi armes, casques, vêtements. Qui eût cru un seul instant que les Dunkerquois allaient réellement vivre cette journée du 27 mai, à jamais inscrite dans l'histoire de Dunkerque. Les premières heures du jour avaient été relativement calmes. La tornade, il n'y a pas d'autre mot à employer, se déclencha un peu après 9 heures et pratiquement ne cessera plus jusqu'à la nuit. Presque tous les quarts d'heure, par vagues d'une centaine à faible altitude, les avions ennemis survolent l'agglomération que recouvre bientôt un lourd brouillard de fumée et de poussière où chaque explosion soulève des intumescences jaunâtres. 5 des bombes incendiaires que l'ennemi mêle aux bombes explosives s'abattent sur l'église Saint-Éloi bientôt en flammes. Les orgues splendides et la chair du XVIIIe siècle s'anéantissent. Brasier encore dans presque toute la rue du Puy. De l'autre côté de la place Jean-Bart, une nappe de feu de 20 mètres avance lentement, comme une lave incandescente, dans la rue de la Marie. Brasier, place de la République, où les maisons Chatroussa et Touchard sont de véritables torches. À ce moment, la place Jean-Bart était en flammes sur ses 4 côtés. Les arcades, la Société Générale, les maisons situées entre la Banque de France et la rue du Puy, tout cela brûlait librement, dans un grondement impressionnant, sous un soleil éclatant, disparaissant par instants dans les immenses colonnes de fumée des incendies du port et des pétroles de Saint-Paul. Ces incendies simultanés chassent les gens des abris où ils se réfugiaient et risquent d'être enfumés comme lapins en terrier. Tenant à la main le maigre baluchon des vestiges de ce qui fut leur foyer, ils fuient les lieux où, d'un moment à l'autre, ils peuvent être pris sous un brasier. Aujourd'hui, on estime que 6000 Dunkerquois vivent encore dans ce décor hallucinant. 6000 êtres terrés dans leurs abris, d'où parfois le feu continue de les chasser et qui ignorent ce qui se passe exactement hors de la ville et le déroulement des événements. Le feu continue à rester le maître de la ville. Ce fantôme de cité, dont une poignée de citoyens dévoués et simplement tenaces prend à tâche d'assurer la vie administrative, devient, le 29 mai, le cœur d'un petit territoire où s'accumule la masse des troupes franco-britanniques évaluées
à près de 400 000 hommes. Le 30 mai, l'artillerie allemande prend un parti des estacades que les Anglais ont constituées avec des files de camions immergés perpendiculairement à la côte. Elles sont encombrées de soldats qui aussitôt se débandent, laissant des morts et des blessés. Il faut fuir. Au matin du 3 juin, plus de 10 000 hommes du camp des Dunes restent à embarquer. Dans les rues de Dunkerque, les services de défense passive poursuivent leur lugubre besogne de ramassage des morts. Beaucoup sont inconnus. À l'aube du 4 juin, les Dunkerquois, au fond de leur cave, hâvent, blêmes d'épuisement et d'émotion, ayant encore entendu une partie de la nuit le bombardement s'abattre sur la ville, puis le calme y succéder, s'étonner du silence total, du silence absolu, du silence de mort qui maintenant s'étalait sur la ruine. Silence tellement inquiétant qu'ils doutaient d'eux-mêmes, se demandant s'ils n'étaient pas ensevelis vivants ou si les autres n'étaient pas là, et ce silence leur semblait plus redoutable encore que le terrible tumulte des jours d'enfer.